Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel. Nous sommes le vendredi 12 septembre. Au sommaire de cette édition, on l'a eu, c'est par ces mots que le gouverneur républicain de l'Utah annonce il y a quelques instants l'arrestation présumée du meurtrier de Charlie Kirk. L'actualité nous emmènera aussi au Brésil où l'ancien président Bolsonaro a été condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. La réaction dans ce journal, non pas de Jair Bolsonaro, mais de son fils qui prend la défense de son père. Et puis sur le continent africain, en République démocratique du Congo, l'annonce du verdict dans le procès pour trahison de l'ancien président Joseph Kabila, repoussé d'une semaine. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Il tenait en haleine l'Amérique. Le meurtrier présumé de Charlie Kirk a été arrêté cet après-midi par la police. Le FBI et le gouverneur de l'Utah viennent de tenir une conférence de presse. Pierre Olivier, nous en savons désormais un peu plus sur le profil du tireur. D'après les premiers éléments donnés en conférence de presse, le jeune homme n'était pas scolarisé dans l'université où a eu lieu la fusillade. Il serait arrivé quelques heures avant le début de la conférence donnée par Charlie Kirk. Il aurait changé de vêtements sur le toit duquel il a tiré avant de remettre sa première tenue et prendre la fuite. Un membre de la famille du principal suspect a expliqué aux enquêteurs qu'il se serait politisé ces dernières années et aurait tenu des propos désobligeants vis-à-vis de Charlie Kirk. Sur les douilles des balles retrouvées sur place, des messages politiques étaient gravés comme « Hey, fasciste, attrape ça » ou encore « Si vous lisez ceci, vous êtes gay ». Sur la plateforme de messagerie Discord, le FBI a eu accès à des posts de Tyler Robinson dans lesquels il expliquait avec précision où il avait caché l'arme dans un buisson correspondant à l'endroit où elle a été retrouvée par la police. D'après le gouverneur de l'Utah, le principal suspect aurait avoué le meurtre à un proche qui aurait ensuite prévenu les enquêteurs. Pierre Olivier, dans votre journal en français facile, venons-en à la guerre en Ukraine. La Russie dit que les négociations de paix avec l'Ukraine sont en pause. Aucune date n'a été fixée pour une prochaine session de négociation. Commentaire du jour de Volodymyr Zelensky. Le but de Poutine est d'occuper toute l'Ukraine et peu importe ce qu'il dit, il est clair qu'il a mis en marche la machine de guerre à un point tel qu'il ne peut plus faire marche arrière, dit le président ukrainien. Pendant ce temps-là, la Russie, la Biélorussie ont par ailleurs entamé aujourd'hui des exercices militaires. Des milliers d'hommes qui s'entraînent à faire la guerre. Les précisions à Moscou, d'Anissa El Jabri. Le ministère de la Défense russe a commencé à diffuser ces vidéos classiques en cas de manœuvre. On y voit notamment des équipements lourds, des véhicules blindés, des hélicoptères et des navires. Le Kremlin, comme le pouvoir biélorusse, n'ont cessé de répéter que ces manœuvres ne visaient personne, mais elles se déroulent dans un contexte de tension fort avec l'OTAN et visiblement sans qu'aucune nouvelle étape diplomatique ne soit au programme. Aucun coup de fil Trump-Poutine n'est à l'étude, on le savait déjà, mais précision du jour, aucun retour des parties ukrainiennes et russes à Istanbul pour de nouvelles négociations n'est au programme. Écoutez le porte-parole du Kremlin à la mi-journée. Les canaux de communication existent, ils sont établis. Nos négociateurs ont la possibilité de communiquer par ces canaux. Mais pour l'instant, il est probablement plus approprié de parler de pause. Pause, le mot est lâché sans qu'on sache encore si les échanges diplomatiques pourraient reprendre ou bien si ce mot recouvre une réalité plus brutale, celle d'un arrêt des efforts diplomatiques pour arrêter la guerre sans aucune issue visible. Anissa El Jabri, Moscou, RFI. 21h50 à Katmandou, les Népalais ont depuis quelques heures une nouvelle première ministre. Elle s'appelle Sushila Karfi. Elle a 73 ans, c'est l'ancienne chef de la Cour suprême du Népal qui a été nommée à la tête du gouvernement provisoire, vient d'annoncer le président du Népal, après la démission du Premier ministre précédent provoquée par des émeutes.
d'ailleurs où le nombre de morts a été revu à la hausse, 51 tués lors de manifestations contre le gouvernement depuis le début de la semaine. Le journal en français facile. La République démocratique du Congo, 2 informations. Tout d'abord, un naufrage dans la province de l'Équateur, dans le centre-nord du pays. Un grand bateau qui venait de quitter le port fluvial de la ville de Basankusu. Le navire a coulé. Le bilan provisoire non officiel est d'au moins 80 morts. Et puis en RDC toujours, mais à la page justice, le procès de Joseph Kabila, renvoyé, repoussé d'une semaine au 19 septembre prochain. L'ancien président, poursuivi par la haute cour militaire, risque la peine de mort. Il est accusé de complicité avec le groupe M23 soutenu par le Rwanda. La justice devait se prononcer aujourd'hui, mais une demande de dernière minute de la partie civile a été acceptée, d'où ce retard. Au Brésil, Jair Bolsonaro n'a pas fait de commentaires depuis l'annonce de sa condamnation à 27 ans de prison. Mais le fils de l'ancien président brésilien prend lui la parole pour défendre son père. Jair Bolsonaro a été condamné hier à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. Les juges l'ont reconnu coupable d'avoir organisé de manière criminelle un coup d'État pour essayer de rester au pouvoir après sa défaite face au président de gauche Lula. C'était en 2022. Son fils aîné, pour lui, le sénateur Flavio Bolsonaro, son père, dans tous les cas, garde la tête haute. Le président Jair Bolsonaro reste ferme, fort, avec la tête haute pour affronter cette persécution. Parce que l'histoire montrera que nous sommes du bon côté, du côté de la défense de la démocratie, du côté de la défense de la souveraineté, et non du côté de la défense de la suprématie. Nous allons maintenant rassembler avec toutes nos forces le Parlement qui a le pouvoir de promouvoir la paix dans ce pays et d'accorder une amnistie large, générale et sans restriction à tous, y compris à Bolsonaro. La seule certitude que nous avons est que Lula ne sera plus président du Brésil après 2027, car la droite sera plus unie que jamais pour sauver le Brésil des mains de ce gang. Et après l'annonce de cette condamnation, la défense, les avocats de Jair Bolsonaro ont 5 jours pour faire appel, autrement dit pour demander l'organisation d'un nouveau procès. L'actualité en France, le nouveau Premier ministre français prend ses marques. Il consulte. Sébastien Lecornu entame une série de rendez-vous avec les partenaires sociaux, comprendre les syndicats. Premier à être reçu, le premier syndicat de France en nombre d'adhérents, la CFDT. Un Premier ministre à l'écoute, dit Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT. Dans la soirée, c'est le président du MEDEF qui est attendu dans le bureau du Premier ministre. Une économie française, par ailleurs, observée de près par l'agence américaine Fitch. Cette agence de notation pourrait ce soir abaisser la note de la France concernant ses efforts pour réduire la dette. Mais dans les faits, cette décision n'aura que des conséquences limitées, prévient Mathieu Plane. Il est économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Les fondamentaux de l'économie française, finalement, sont relativement solides. Ils ne se sont pas dégradés de façon immense en un an. Depuis la dissolution, c'est pas l'économie qui a flanché. On a encore une croissance qui est positive. Certes, c'est pas flamboyant, mais on a une croissance aujourd'hui qui est supérieure, par exemple, à l'Autriche, à l'Allemagne, à la Finlande ou même l'Italie sur un an. Donc ça veut dire qu'il y a une forme de résilience de l'économie française. Et face à nos déficits qui sont importants et qu'il va falloir réduire, ça c'est sûr. En réalité, on n'a jamais eu autant d'épargne en France qu'aujourd'hui. Ce qui veut dire que on arrive à financer notre économie et notre dette. C'est pour ça que c'est pas catastrophique. Les pays qui ont fait défaut, l'exemple grec, l'exemple argentin, c'est des pays qui ne pouvaient pas se refinancer parce que ils avaient des déficits élevés et ils avaient en plus pas d'épargne. Donc on est très loin de cette situation. Ça veut dire qu'on peut résoudre notre problème, et pour résoudre ce problème-là, il faut résoudre le problème politique. Et on n'est pas en crise économique, mais en crise politique. Et au bout d'un moment, la crise politique peut conduire à une crise économique parce que ça donne un échantillon des possibles qui est très large. Et c'est ça que les marchés, que les investisseurs craignent, c'est qu'en fait, on ne peut pas se projeter. Et juste avant de refermer ce journal, coup d'œil sur la suite des programmes sur RFI dans 1 heure. Accent du monde avec vous, Philippe Le Caplin. Absolument, avec le regard croisé des rédactions langues étrangères de RFI. Il sera notamment question de la crise politique et sociale en France avec Bloquons-nous mercredi et le mouvement social la semaine prochaine, jeudi. À suivre dans 1 heure. RFI Paris, 18h10.